Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Константин Эдуардович Циолковский. Interprète! 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 Warrior! Planetia, la planète, la Terre. Jest est Calibiel, le berceau. Rasuma, l'esprit, la raison. No, mais Nilsa, non autorisé, on ne peut pas. Vichno, pour toujours. Git, vivre. Ve, dans. Calibieli, berceau, au locatif. Soit quelque chose comme ça. La Terre, littéralement la planète, est le berceau de l'humanité, littéralement de l'esprit, de la raison, mais on ne peut pas vivre toute sa vie dans un berceau. Cette phrase figure dans la correspondance de celui que l'on considère aujourd'hui comme le père et le théoricien de l'astronautique moderne, Konstantin Eduardowicz Tsiolkovski, né en 1857 et mort en 1935. Il était alors simple professeur de mathématiques et de physique à Kalouga, en Russie centrale, mais ses écrits prophétiques ont inspiré toute une génération, dont un certain Sergei Korolev, fondateur du programme spatial russe et qui a ouvert l'ère spatiale par l'envoi du premier Spoutnik, satellite en russe, un certain 4 octobre 1957. En tout cas, j'ai toujours trouvé cette histoire de berceau qu'il faudrait quitter un jour très inspirante, et je ne pense ne pas être le seul. Tous ceux qui se sont intéressés au moins un temps à la conquête spatiale ont pu tomber sur cette maxime, légendant une image de la Terre, trônant en majesté sur fond de ciel étoilé, et autres illustrations invitant aux rêves de voyages lointains. Elle a inspiré des titres d'ouvrages, comme par exemple ce recueil de Space Art, Out of the Cradle, que l'on peut traduire par Hors du berceau. Et elle contient quelque chose qui renverse l'argument de ceux qui pensent, non sans une certaine forme de bon sens, que ce serait folie que de prétendre s'aventurer dans le vide hostile de l'espace, et pire encore, de prétendre le faire pour toujours. L'idée exprimée par ce que j'appelle la prophétie de Tsiolkovski consiste à renverser ce bon sens et à considérer que puisque le berceau n'est qu'un court instant dans la vie d'un homme, il y aurait une forme de ridicule, voire d'indignité, à continuer de s'y prélasser, arrivé à l'âge adulte. Sur cette chaîne, on va examiner de quelle manière il serait possible de réaliser cette prophétie. Dans cette première série, qui devrait comporter 3 épisodes, nous allons essayer d'introduire le sujet par une réflexion sur la faisabilité d'une telle entreprise, en posant quelques ordres de grandeur qui permettront de se rendre compte, pour commencer, de la difficulté insensée de ce genre de projet. Mais avant de parler chiffres, je voudrais d'abord introduire le sujet par un large détour du côté de notre imaginaire, car il est extrêmement fourni en la matière par toutes sortes de références littéraires ou cinématographiques. Et mon propos pour commencer est de dire qu'il va falloir faire passer cet imaginaire, comme on dit que quelqu'un est passé, en quelque sorte, en faire son deuil. Car il n'aura de cesse sinon de nous jouer des tours et d'égarer la réflexion. Et pour commencer, je voudrais évoquer un souvenir d'enfance. Je devais avoir entre 8 et 10 ans, et on avait offert à mon frère aîné un livre d'illustration de Stewart Conley, Les vaisseaux de l'espace, qui se présentait comme un genre d'encyclopédie fictive des vaisseaux spatiaux projetés dans le futur, un peu comme on raconte l'histoire des chasseurs, des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, avec leurs caractéristiques techniques et les hauts faits où ils s'étaient illustrés dans telle ou telle bataille. Ici, il s'agissait de conflits entre la Terre et des colonies interstellaires, typiquement. En recherchant sur le net, je trouve que tout ceci prenait place dans un univers de science-fiction plus vaste, le Terran Trade Authority,
présenté dans une collection de 4 grands ouvrages illustrés, dont celui que j'avais entre les mains. Et qui a été publié, tout ça a été publié entre 78 et 80. Et si je remonte le fil des événements qui ont conduit à cette chaîne, je pense que tout commence dans l'esprit de ce jeune garçon plongé dans ce beau livre. J'étais fasciné par cet univers et j'ai passé de longues heures à scruter ces vaisseaux, mais sans jamais pouvoir me départir d'un sentiment d'arrière-plan qui confinait au malaise. Oui, le mot n'est pas trop fort. Il n'y avait manifestement dans ces vaisseaux aucun début de réflexion scientifique ou technique. Les formes et les motorisations étaient complètement fantaisistes. Je m'en rendais bien compte, malgré mes maigres connaissances de collégien. Et quelque chose en moi regimbait, comme la sourde révolte d'une rationalité naissante. Je voyais bien que seul le loup comptait et que l'artiste travaillait sans contrainte. Ces vaisseaux avaient de la gueule, et c'était tout. Ils étaient faits de zigouigouis qui n'avaient d'autre fonction que de meubler les contours et les surfaces. Et ces idées de guerre avec l'étoile de Barnard. L'étoile de Barnard, c'était durant l'année 2010. Non, je n'y croyais pas. Je ne parvenais pas à mordre à l'hameçon. Et j'en voulais un peu, je pense, à ceux qui nous inventaient ce genre de futur irréaliste. Avec la réflexion que je souhaite conduire en votre compagnie, je vais tenter de guérir ce malaise d'enfant. Cet enfant aimanté par la science et qui désire qu'on réfléchisse avec la physique et non contre elle pour envisager les futurs lointains. Ici, nous allons nous obliger à travailler sous contrainte. Voilà, il est temps de conclure. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode. J'espère que ça vous donnera le goût de regarder la suite. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous et partagez sur les réseaux sociaux. Je répondrai à toutes vos questions dans les commentaires. Dans le prochain épisode de la chaîne, on va continuer dans l'exploration de notre imaginaire en examinant de quelle manière la science-fiction a géré la question du temps, ou plutôt a refusé de la gérer, quand il est question de trajet interstellaire. Puis suivra un 3e épisode sur la question fondamentale de l'énergie nécessaire à la propulsion. Et suite à ces 3 premiers épisodes, je mettrai en ligne une première note de blog qui reprendra le script de ces premiers épisodes. Ce blog comportera une partie commentaire. Et pour les discussions les plus argumentées qui nécessitent de longs développements, je vous demanderai de privilégier plutôt le blog que les commentaires YouTube. Donc la section commentaires de YouTube est très bien pour donner des appréciations et elle permet d'améliorer le référencement, donc ne vous en privez pas, mais elle n'est pas très pratique pour des échanges un peu soutenus. On abordera ensuite la question du système stellaire de destination, toutes les questions qui se posent à ce sujet. Et on conclura cette longue introduction par une réflexion sur la nature des motivations qui pourraient pousser l'humanité à entreprendre un tel trajet. À la suite de cette intro en 5 épisodes, nous aborderons plus largement, pour plus de 10 épisodes, la construction, l'architecture, le fonctionnement, puis la propulsion d'une arche interstellaire, le moyen concret qui s'offre à nous, selon moi, pour réaliser un jour la prophétie de Tsiolkovsky. Alors, bienvenue à bord, matelots de l'espace. Gardez le pied marin, car nous allons aller bien loin dans l'espace et dans les temps futurs. Parez pour la manœuvre. Ciao!